Et je ne dis pas que les avantages ne sont pas là. Vous êtes tous convaincus ici des avantages de la maîtrise de l'écriture. Et moi, je me suis penché sur les inconvénients de l'écriture. Et on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus importants qu'on ne le dit, et ils sont d'autant plus importants qu'ils ne sont jamais explicités. Jamais. Et donc, on se retrouve avec des inconvénients dont personne ne parle jamais, dont on ressent la réalité en soi, et on n'a jamais de lieu pour en parler. Et donc, ils vont se trouver, ça va faire naître chez les enfants un conflit entre un avantage explicité porté par le collectif et un inconvénient ressenti par l'individu et qui n'a nulle place pour être exprimé. Et là, évidemment, ça crée une douleur, ça crée une difficulté. Alors, c'est quoi cet inconvénient de l'écriture? Pour ça, il faut revenir sur la structure même d'une société d'oralité. Et j'ai pu le faire parce que j'ai passé beaucoup de temps à travailler dans des sociétés purement orales. Alors évidemment, il y a une grande partie des peuples d'Afrique centrale notamment qui fonctionnent sur l'oralité. C'est eux qui m'ont mis sur la piste beaucoup de choses. Et puis avec ce qu'ils m'avaient donné sur place, j'ai pu me mettre à comprendre les populations roms et tziganes en Europe qui fonctionnent exactement de la même façon, parce que chez les homo sapiens, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Et puis j'ai été amené à travailler par exemple en Albanie, et je me suis dit que l'Albanie fonctionnait sur l'oralité aussi, je l'ai appris à ce moment-là dans ce pays, ça m'a permis de comprendre beaucoup de difficultés. Alors, c'est quoi les structures élémentaires des sociétés d'oralité? Et il faut le savoir parce que nous sortons tous d'une société d'oralité. L'écrit est une invention récente dans l'humanité, n'est-ce pas, hein, ça a tout au plus 4000 ans, et par rapport à l'homo sapiens que l'on peut estimer à 200 000 ans, il y a eu d'abord 196 000 ans où on fonctionnait que par oralité. Alors, hypothèse où on est parlé il y a 200 000 ans, je laisse les spécialistes en parler. Hein. Mais c'est vous dire que le temps d'insertion dans le mécanisme de l'écriture est un temps bref dans l'histoire de l'humanité. Et donc, il y a encore quantité de choses qui restent de l'époque où on était dans les schémas d'oralité. Alors, c'est quoi le grand schéma? Eh bien, c'est l'idée centrale, c'est quand vous êtes dans un monde d'oralité, vous devez tout mémoriser. Ce qui veut dire, in fine, que le savoir est interne aux hommes. Puisque tout ce qu'un groupe sait, c'est réparti dans les mémoires des individus. Il n'y a pas de trace externe aux hommes du savoir. C'est purement du savoir de mémoire, qui est réparti chez les individus. Ce qui va imposer une démarche sociale tout à fait précise, c'est que pour apprendre une information dans un monde d'oralité, je suis contraint d'entrer en relation avec l'autre. Il n'y a pas d'autre façon de savoir que d'apprendre auprès des autres. Donc, les sociétés d'oralité, avec cette intériorité du savoir, exigent un niveau de relation sociale extrêmement fort. Et c'est une obligation, ce n'est pas un plaisir. On est contraint à la relation sociale. Ça, c'est le monde d'oralité, avec quantité d'éléments que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, il y a des conférences qui traînent sur le sujet sur Internet. Donc, on a là des éléments qui sont extrêmement puissants et on est sans arrêt contraint de s'interroger, de se tourner vers l'autre pour lui poser une question. Donc, c'est une société extrêmement relationnelle. Quand on bascule dans l'écriture, on bascule dans une mécanique où on nous explique petit à petit que le savoir peut être extériorisé, il va être stocké sur des supports extérieurs à l'homme. Et pour moi, que ce support soit des livres, des feuilles de papier ou des ordinateurs, à ce niveau-là, ça ne joue pas, c'est extérieur à l'homme. Et l'homme extériorise complètement son savoir, avec une conséquence fondamentale, c'est qu'à partir du moment où je veux savoir quelque chose, il n'est plus nécessaire de passer par l'autre. Et l'autre perd une de ses raisons d'être en tant qu'interlocuteur, parce que si jamais il ne veut pas me répondre à cette question, je trouverai la réponse quelque part. Et aujourd'hui, en 2021, c'est simple, je vais googliser ma question et puis j'aurai la réponse. Point. Je n'ai plus besoin de l'autre. Et donc, le passage dans l'écriture est perçu comme étant un élément qui fragilise les relations sociales. Donc,
qui fragilise la cohésion sociale. Quand je dis est perçu, ce n'est pas une vision objective. Hein. Je me mets dans la peau des familles qui accordent plus d'importance à l'oralité qu'à l'écriture, et pour ces familles-là, où qu'elles soient dans le monde, l'écriture recèle un danger, c'est la fragilisation de la relation sociale, ce qui est extrêmement lourd. Alors, évidemment, elles perçoivent cette écriture comme un danger pour l'équilibre et pour la cohésion sociale. Et du coup, elles risquent d'opposer des résistances plus ou moins implicites pour que les enfants n'aillent pas trop dans le monde de l'écriture. Encore une fois, les groupes roms et tziganes dans toute l'Europe ont à peu près la même stratégie, et ils désignent en général, et on y reviendra, un garçon par famille qui va aller à titre d'émissaire faire le primaire cas un cas plus ou moins comme il pourra, jusqu'à ce qu'il maîtrise approximativement la lecture et l'écriture, et hop, on le retire, parce que s'il va plus loin, il va fragiliser la cohésion sociale. Et puis on en a un comme ça, qui est l'émissaire et qui va faire l'interface avec le reste de la société, et en interne, on continue à fonctionner sur l'oralité stricto sensu. Alors, je me suis demandé comment est-ce que nos sociétés avaient organisé le passage de l'oralité dans l'écriture. Et pour ça, j'ai fait il y a quelque temps un exercice très simple. Je suis retourné au cours préparatoire. Bon, je me suis déguisé en sac et j'ai dit à la professeure des écoles qui était là, j'ai expliqué mon travail, j'ai besoin simplement de mettre dans la peau d'un enfant de 6 ans pour savoir qu'est-ce qui le marque dans son oreille à lui, c'est quoi qu'il entend toute la matinée. Alors je suis fait ça très simplement. Le professeur a parfaitement compris ma démarche. Et je me suis aperçu que ces enfants qui, quand ils rentrent au CP, sont encore très largement dans un monde d'oralité. Ils le savent, il n'y a pas de doute là-dessus, et ils savent très bien que leur vie est d'autant plus agréable qu'ils entretiennent des relations suivies avec leurs petits copains. Pas besoin d'expliquer ça à un enfant qui a 5 ans. Il le sait déjà. Maintenant, on le met au CP, on le met en classe, et jusqu'à il y a peu de temps, on pouvait savoir quelle était la phrase, l'expression qu'il entendait le plus souvent au CP. Et vous pouvez la deviner. Quelle est la phrase qu'un enfant de CP entend le plus souvent? Eh bien, c'est en gros, taisez-vous, tais-toi, chut, chut, on se tait. C'est-à-dire qu'on lui fait passer un message, jusque-là, ton insertion sociale passe par ta capacité à parler avec tes petits copains, eh bien maintenant tu es à l'école et tu ne parles plus aux petits copains. Alors, c'est des choses qui sont en train d'être fondamentalement revues, hein, à l'heure où je vous parle. Mais ça a duré des décennies. Et je plaisante à peine en disant qu'ensuite, à partir du CE1, cours élémentaire, première année, c'était doublé par une autre expression qui était « on ne souffle pas, on ne copie pas ». Ce qui, dans la tête de l'enfant, veut dire « on n'aide pas le voisin ». Et donc, on se trouvait avec une directive assénée en permanence. Dorénavant, vous n'aidez plus le voisin, vous ne lui parlez plus et vous ne lui soufflez plus. Et je fais partie de la génération qui a fait tout son système scolaire comme ça. Et je suis évidemment sûrement le plus âgé des gens qui sont aujourd'hui autour de l'écran. Mais le résultat, c'est qu'évidemment, ensuite, on va se retrouver dans la vie. Et qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, que les gens ne parlent plus à leurs voisins. Et j'ai entendu des gens me dire c'est le grand échec de notre système scolaire. Et partout, je dis mais ce n'est pas du tout un échec, c'est un résultat. Quand vous passez 20 ans à dire aux jeunes on ne parle plus aux voisins, on ne l'aide pas, comment peut-on s'étonner qu'ensuite on ne parle jamais à ses voisins de palier? Tout ça me paraît en fait extrêmement logique. Et donc là, vous avez un nœud fondamental que les enseignants ont parfaitement compris, pour la plupart, bien entendu, et aujourd'hui, mais ça n'est pas une directive nationale en France, en tout cas en Italie, je ne sais pas, on renverse complètement la machine depuis quelques années pour éviter que cette rentrée dans l'écriture soit perçue comme un affaiblissement de la relation sociale.
mais ça demande un gros travail et une grosse modification. Monsieur Michalon, je rebondis Oui, sur quelque chose. Dans le chat, on parle aussi du corps, de l'importance du corps. Et vous avez parlé, vous avez dit, je me suis assis dans la classe pour écouter ce qui était entendu absolument. par ses élèves. Et par rapport à la place du corps, et donc quelque part de la dépense physique ou de la place au mouvement, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez un retour à faire par rapport à ça avant de continuer? Parce qu'il y a Oui, alors, on là-dessus. va le voir, mais il est lié au thème suivant. Donc, on va bien sûr tout à fait en parler, hein, sur la place du corps, qui est complètement à mettre en relation avec la place du vocabulaire. Les deux Parfait. sont complètement d'interrelation, bien sûr. Hein. Très bien. Voilà, donc j'avais insisté sur l'écrit parce que ça fait partie des choses sur lesquelles je ne dis quasiment rien. Il y a très très peu de choses qui sont faites sur le sujet. Et encore une fois, je ne minore pas du tout l'intérêt de l'écriture. Je me permets de souligner au passage qu'elle a une faiblesse. Une faiblesse sur laquelle il faut travailler pour éviter que cette rentrée dans l'écriture se traduise par des abandons et des décrochages. Alors après, il y a quelque chose qui, et je m'en excuse auprès de nos amis italiens, est peut-être moins fort en Italie qu'en France. C'est ce que j'appelle un facteur très aggravant, c'est le discours de la méthode de Descartes, qui est la pierre angulaire du système éducatif français. Et ce discours de la méthode, quand on regarde bien, je dis très simplement que pour moi, dans son titre, le mot le plus important, c'est la méthode. Il n'y en aurait qu'une. Et d'entrée de jeu, on nous explique qu'il y a une bonne façon de penser. Et lorsque on est en première dans un lycée français, on nous apprend à faire des dissertations. Et là, ne croyez pas qu'il y a la place pour la diversité. Il y a une bonne façon de rédiger une dissertation. Avec un plan défini une bonne fois pour toutes, et on apprend aux enfants à raisonner de telle façon. Et si par hasard un enfant évoque l'idée qu'on puisse penser autrement, il va être tout de suite sanctionné. Alors au passage, d'ailleurs, hein, je vous signale que le premier titre du discours de la méthode de Descartes, au passage, c'est le premier texte scientifique qui a été vulgarisé en français. Et donc les Français se sont appropriés le discours de la méthode au point de se réclamer cartésiens. Nous serions les seuls cartésiens. Et là, je parle à nos amis italiens et à notre ami belge, c'est la raison, une des raisons fondamentales de l'impression d'arrogance des Français, parce qu'ils sont tous intimement convaincus qu'ils sont les seuls cartésiens. Bon. Et là, évidemment, après, ça va bien au-delà de l'individu. C'est des mécanismes très profonds qui sont installés. Hein. Le discours de la méthode, ça ne date pas d'hier. Et le premier thème du discours de la méthode, c'est que vous devez douter des informations qu'on vous apporte. Et on serine ça avec une telle puissance, la critique, le doute, la critique en France, qu'on en est arrivé à une quasi-impossibilité, c'est celle d'enthousiasmer un Français. Parce que quand vous lui apportez une information, il part la gueule en biais pour dire « je ne suis pas sûr, je crois qu'il faudrait vérifier, c'est plus compliqué ». On a très bien compris cette histoire du doute. Alors ça donne des gens qu'il est très compliqué d'enthousiasmer. Moi, j'aime bien annoncer des trucs à des amis anglo-saxons parce qu'eux, ils sont toujours great, wonderful, et puis ils sont toujours contents et on arrive à les enthousiasmer pour des tas de choses. Enthousiasmer un Français, c'est une grosse difficulté. Hein. Mais bon, là, je suppose que Simon doit le savoir et nos amis italiens doivent le savoir aussi. Mais ce doute, eh bien, il a été intériorisé très vite. Et donc, on peut difficilement s'étonner de faire du doute cartésien renforcé plus tard par Voltaire. Le clé de voûte de l'éducation est d'avoir en face de nous des enfants facilement extrêmement sceptiques qui ne rentrent pas avec enthousiasme dans ce qu'on leur propose, alors qu'on ne cesse de leur dire qu'il faut douter. Là, il y a une espèce de contradiction en interne qui est assez forte. Hein. Et donc, ce discours de la méthode, pour moi, est un des éléments qui va nous compliquer les choses parce que de vouloir absolument mettre tout le monde dans la même façon de penser, alors que la diversité des publics scolaires est croissante du fait, d'une part, de la massification en interne de nos systèmes,